en shell pour le sécuriser, c'était principalement pour l'ouverture de sessions à distance. Et donc, il y avait au départ Telnet, SSH et Matchul qui n'étaient pas un matchel, qui n'étaient pas sécurisés, c'est-à-dire que tu essayes d'ouvrir une session à distance en envoyant ton mot de passe et ton login en clair. Et donc, il fallait remédier à ça. Grâce à SSH, ça nous permettra d'avoir une authentification des deux parties, aussi bien le serveur que le client. Alors, comment les choses se passent? Donc, automatiquement, le serveur, son authentification, elle se fait grâce à sa clé publique et automatiquement, donc, le client qui lui-même peut s'authentifier de deux manières. Soit il a une clé publique, il peut présenter, je dirais, au niveau du serveur et automatiquement effectivement de faire de l'authentification des deux parties, soit qu'il n'a pas de clé publique, c'est-à-dire un certificat, et donc il a un couple de login password. Et là, automatiquement, le serveur qui demande, je dirais, le login et le password au niveau de l'utilisateur. Et ça suppose quoi? Ça suppose qu'au préalable, l'utilisateur a déjà un mot de passe qui est déjà enregistré au niveau du serveur. Et donc, sur cette base-là, ça lui permettra effectivement de pouvoir, je dirais, envoyer son mot de passe et son login. Alors, bien entendu, avec SSH, il ne va pas envoyer son mot de passe et son login en clair. Donc, il va envoyer son mot de passe et son login chiffré par la clé publique du serveur. Pourquoi? Parce qu'au préalable, donc, ce qu'on avait ici, c'est l'authentification du serveur par sa clé publique. C'est-à-dire qu'il présente son certificat et donc dans le certificat, on a la clé publique du serveur. Et par la suite, quand on veut lui envoyer une information, il suffit de la chiffrer avec sa clé publique. Automatiquement, lui, il pourra la déchiffrer avec sa clé privée. Et donc, automatiquement, il peut prendre connaissance du login et du password. Et donc, ce qui permettra effectivement d'authentifier l'utilisateur. Alors, ce qu'il faut savoir que SSH, donc vous avez sur Linux le package OpenSSH qui est souvent installé mais qui n'est pas démarré. Donc, si on veut le faire, je dirais, le faire valoir et l'utiliser, donc il faut démarrer le daemon qui est lié à ça. Donc, dans user sbin sshd, donc ce daemon, il suffit de le lancer, ça permettra de lancer le OpenSSH. Bien entendu, si on veut créer un compte à distance, bien entendu, il faut générer déjà les clés au départ, parce que OpenSSH, ça permettra justement de générer les clés publiques et les clés privées du serveur. Et par la suite, on peut le mettre en place, ce qui permettra aux clients de pouvoir se connecter vers ce serveur. Alors ça, c'était pour le protocole SSH. Il y a aussi le protocole IPsec. Donc, je vous rappelle que l'April protocole TCP/IP que vous avez déjà étudié, à l'origine, cette pile protocole n'était pas sécurisée. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était de faire communiquer les machines. Ensuite, une fois qu'on est arrivé à le faire, c'est arrivé. Il y a des nouvelles attaques et qui ont poussé vers la révision de la pile protocolaire. Et donc, on a pu rajouter maintenant IPsec, qui n'est autre que IPsecure, c'est-à-dire que le protocole IP qui a été sécurisé. Et donc, ce protocole, qu'est-ce qu'il assure? Tout simplement, il assure la confidentialité, puisque ça permet de manipuler des clés, et donc de gérer ces clés qui vont être utilisées pour chiffrer les informations et les paquets.
et bien entendu de pouvoir aussi avoir l'authenticité de l'utilisateur grâce à ce mécanisme de chiffrement et d'intégrité qui est utilisé, c'est-à-dire on utilise des fonctions de hachage et ça permettra d'assurer ces fonctionnalités de confidentialité, d'authentification et d'intégrité. Alors, l'authentification, donc, ce qui permet d'assurer que le paquet provient effectivement de la machine émettrice de ce paquet et qu'il est bien destiné à une machine cible, c'est-à-dire la machine destinataire. C'est ça l'authentification, parce que quand il y a un IPsec, ça permet de faire de la communication. Donc, on peut s'assurer de celui qui a envoyé et de celui qui a reçu, qui va recevoir cette information. Par contre, pour la confidentialité, c'est chiffrer le contenu des paquets, donc de telle sorte que celui qui est en train de, je dirais, d'essayer de voir, de surveiller les communications, le flux de communication entre les deux interlocuteurs, il ne pourra jamais savoir quel est le contenu de cet échange grâce au mécanisme de chiffrement. Par contre, pour l'intégrité, on s'assure qu'une fois qu'on a envoyé un paquet, une fois qu'il est arrivé à destination, on est sûr que le paquet qui est arrivé à destination, c'est un paquet qui n'a pas subi d'altération, n'a pas subi de modification lors de l'envoi de ce message. Et on peut aller à un niveau supérieur, c'est-à-dire que ce qui existe un peu grâce à IPsec, on peut mettre ce qu'on appelle des VPN, et donc on va quasiment chiffrer tout le trafic, et donc on ne pourra même pas savoir qui communique avec qui grâce à cette idée de VPN. Alors, comment fonctionne justement ce IPsec? Donc, ce IPsec, à vrai dire, lui-même est décomposé en deux parties. Donc, vous avez une partie, ce qu'on appelle le AH, Authentication Header, et on a une partie ESP, Encapsulating Security Payload. Donc là, c'est deux parties qui contribuent entre elles. L'une assure uniquement l'authentification. Par contre, la deuxième, elle assure en plus de l'authentification, elle permet d'assurer le chiffrement des données. Et donc là, le ESP qui est, je dirais, beaucoup plus complet, qui permet d'assurer ces deux fonctionnalités. Et donc, si on a besoin uniquement de l'authentification, on utilise AH uniquement, sinon on utilise le deuxième pour avoir les autres services de confidentialité. Donc, d'une manière schématique, ça va être sous cette forme-là. Donc, vous avez un algorithme d'authentification qui permet d'assurer l'authentification des parties en communication. Et vous avez aussi l'algorithme de chiffrement qui est utilisé, qui permettra effectivement de cacher le contenu des données qui sont échangées entre les partenaires. Bien entendu, l'interprétation de ces données-là, elle fait partie d'un contexte qu'on appelle le domaine d'interprétation, bien le DOI. Donc, ce domaine d'interprétation, pourquoi? Parce que chaque paquet, à vrai dire, il fait partie d'une certaine communication. Il est soumis à une certaine politique de sécurité. Et donc, tous ces éléments-là constituent le domaine d'interprétation de ces paquets pour pouvoir appliquer telle ou telle règle concernant le chiffrement ou bien l'authentification. Alors, pour avoir les choses, je dirais, de manière plus claire, donc ce protocole IPsec, qu'est-ce qu'il utilise? Alors, il utilise plusieurs éléments. Parmi les éléments qu'il utilise, c'est quoi? C'est vous avez le protocole ISAK-MP. ISAK-MP, c'est quoi? C'est Internet Security Association and Key Management Protocol. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y a des associations de sécurité. Alors, quand on parle d'association de sécurité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez deux partenaires, l'un l'expéditeur et l'autre destinataire, et qui sont en train de communiquer entre eux. Donc, si on veut mettre en place une certaine sécurité entre ces deux partenaires, ça suppose qu'on a des informations pour dire qui communique avec qui,
Et bien entendu, avec tous les paramètres, quand on communique, c'est qu'on doit décliner je dirais, son identité à travers son adresse IP de part et d'autre, à travers, je dirais, le port de communication qui est utilisé de part et d'autre, à travers aussi le protocole de communication qui est utilisé, parce qu'on peut utiliser plusieurs protocoles. On en a déjà vu certains, tels que HTTPS, par exemple, qui est le protocole de navigation sur le web qui utilise le SSL. Donc, quelqu'un d'autre peut utiliser le protocole FTP, quelqu'un qui peut utiliser d'autres protocoles qui existent dans la pile protocolaire. Donc, tous ces éléments-là vont constituer ce qu'on appelle une association, une sécurité association. Et donc, qui fait intervenir deux paramètres. Donc, cette sécurité association donc, qui est l'association de sécurité entre deux partenaires, elle fait partie d'une politique, à vrai dire, de sécurité globale. Cette politique, donc les associations sont stockées au niveau de cette base de données, donc SAD qui veut dire Security Association Database. Donc c'est la base de données des associations de sécurité. À chaque fois qu'il y a une association qui est créée, donc lors de la connexion, IPsec va créer justement cette sécurité association et il va la mettre au niveau de cette base de données. Et cette sécurité association, elle n'est pas créée si elle n'est pas autorisée. Donc, si elle est autorisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une politique de sécurité qui est mise en œuvre. Cette politique de sécurité, elle est décrite par cette base de données, ce qu'on appelle la SPD, donc Security Policy Database. Donc, ça, c'est la base de données de la politique de sécurité. Et donc, ces éléments qui travaillent, je dirais, en collaboration, ça permettra à IPsec de pouvoir justement mettre en place ce système et de pouvoir générer des clés de session qui vont être utilisées tout le long de la communication entre les partenaires de cette Security Association. Donc, comment pratiquement ça se passe? C'est que au départ, il y a une phase de négociation. Et donc, c'est pour ça que vous regardez ici, il y a cette partie ISAK-AMP. Donc, vous avez le lien entre IPsec et ISAK-AMP. Ça, c'est dû à la première phase, donc qui est la phase de négociation. Donc, dans la phase de négociation, il faudrait que les deux partenaires, s'ils veulent communiquer en toute confidentialité et sécurité, qu'ils se mettent d'accord sur les éléments qu'ils vont utiliser par la suite pour pouvoir échanger les informations d'une manière sécurisée. Et donc, à cette phase-là, on va échanger tous les paramètres qui sont utilisés. Non, le firewall, ce n'est pas lui qui négocie la politique. Parce que le firewall, c'est quoi? C'est un moyen qu'on verra par la suite. Je ne veux pas aborder les choses tout maintenant, mais regarde ici. Si on voit, on regarde d'après ce schéma-là, donc j'ai oublié de parler juste de ce mot-là. Regarde, configure. Ça, c'est l'administrateur. Donc, il va configurer cette politique. Donc, cette politique, c'est la politique de sécurité qui sera mise en œuvre. Et donc, lui, il va la configurer sous forme de politique de sécurité. Ça, je ne vais pas en parler maintenant. C'est quand on arrive au firewall et comment le mettre en œuvre. Donc, ça va être justement la phase de configuration de la politique. Et donc, cette politique, elle sera exprimée effectivement sous forme de règles qui sont mises dans la base de données pour expliciter la politique de sécurité. Et donc, dans notre cas ici, c'est la gestion des clés. Ça permettra effectivement d'échanger une clé secrète, donc qui permet d'être utilisée dans la seconde phase. Donc, dans une première phase, c'est juste de se mettre dans d'avoir une clé secrète entre les deux parties. On a vu, par exemple, un moyen de le faire, c'est d'utiliser des Fielman, par exemple, pour partager une clé secrète entre deux parties. Donc, c'est cette clé qui va être utilisée dans la seconde phase. Donc, la seconde phase, elle permet justement de négocier les clés qui vont être utilisées pour le chiffrement
Donc, dans la première phase, c'est beaucoup plus pour communiquer et envoyer les informations de part et d'autre pour dire est-ce que les deux parties utilisent, je dirais, les mêmes outils, les mêmes langages, parce qu'à un moment donné, si tu as une version qui est plus ancienne qu'une autre, à un moment donné, tu ne peux pas communiquer avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas les outils qu'il faut. C'est pour ça que parfois, euh, quand vous naviguez d'une manière sécurisée, on vous dit que votre, par exemple, navigateur n'est pas mis à jour, donc vous êtes obligé de le mettre à jour pour qu'il puisse communiquer par la suite. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments qui nous manquent concernant justement ces phases de négociation pour utiliser les mêmes outils avec le partenaire. Donc, dans la seconde phase, on va utiliser justement, négocier les clés qui vont être utilisées pour chiffrer les clés ainsi que les algorithmes et les fonctions de hachage qui ont été utilisées pour pouvoir arriver à une communication sécurisée entre les deux parties. Alors, ça, c'est cette phase de négociation. Donc, à vrai dire, on communique en sécurisé, c'est pour ça qu'on utilise le terme de tunnel qui est utilisé de part et d'autre, et qui permet de, je dirais, réaliser une communication sécurisée. Et donc, cette communication sécurisée, elle fait intervenir les deux parties. Et c'est pour ça qu'on parle de Security Association. Donc, ça, c'est là les deux points qui vont communiquer entre eux, donc vont constituer une Security Association qui permet de définir l'ensemble des éléments de cette communication sécurisée et avec intégrité, et tout le long de la communication qui est établie entre les deux partenaires. Alors, d'une manière un peu plus précise, voici un exemple qui vous donne qu'est-ce qu'elle contient, une Security Association. Donc, la Security Association, c'est quoi? C'est un numéro d'index permettant d'y faire référence. Donc, c'est ce qu'on appelle le SPI. Donc, ici, cette association de sécurité qui est entre les deux parties, elle est, à vrai dire, liée à la politique de sécurité. Comment se fait cette liaison? Juste grâce au SPI, donc qui permet de dire quelle est la règle de politique qui est appliquée justement pour cette association de sécurité. Et c'est ça qu'on va voir par la suite quand on arrive à un firewall pour dire il y a un ensemble de règles et on verra ces différentes règles, quel est l'objet de ces différentes règles. Et à chaque fois, quand il y a un paquet qui est justement destiné à un partenaire pour cette sécurité association, on va voir selon cet index policy, c'est quelle est la règle qu'il faut appliquer. Et automatiquement, le paquet il sera soumis à cette règle. Donc, s'il obéit à la règle, il pourra passer. S'il n'obéit pas à cette règle, il ne pourra pas passer. On a bien entendu une communication qui est sécurisée, ce qui veut dire qu'elle est chiffrée. Et bien entendu, il doit y avoir quel est l'algorithme de chiffrement qui est utilisé. Pourquoi? Parce que l'algorithme doit être connu de part et d'autre. Donc, quand tu vas chiffrer avec RSA, l'autre, quand il va déchiffrer avec RSA. Il ne va pas déchiffrer avec un autre algorithme. Et donc, il va falloir que dans cette Security Association, définir quelle est cette politique, quel est cet algorithme de chiffrement qui est utilisé. De la même manière, pour l'authentification de l'utilisateur, on doit définir quelle est la méthode qui est utilisée pour authentifier le partenaire. Vous avez aussi les clés secrètes qui sont utilisées, qui sont les clés de session. Quelles sont ces clés de session qui sont utilisées? Et bien entendu, avec des durées de vie. Donc, vous avez vu qu'à un moment donné, sur Internet, vous êtes en train d'utiliser des algorithmes sécurisés. Donc, on utilise les clés de session et chaque clé de session, à vrai dire, elle a une certaine durée de vie. Donc, quand la durée de vie est écoulée, qu'est-ce qu'on fait? On la change avec une nouvelle clé. Et c'est pour ça que, à un moment donné, vous avez vu sur Internet, quand vous êtes en train de naviguer, à un moment donné, quand il y a une surcharge sur Internet, c'est-à-dire que vous envoyez le truc, vous ne recevez pas de réponse, au bout d'un certain temps, vous voyez que la session, elle a été quasiment rompue, et donc vous êtes obligé de rafraîchir, c'est-à-dire pour redemander cette session, pour changer la clé, et ça vous permettra de continuer par la suite votre session. Et le domaine d'interprétation, enfin, ce que j'avais dit, c'était le contexte global d'application de cette
je dirais, politique de sécurité parfois. Donc, ça fait invoquer un certain nombre de protocoles qui sont autorisés ou qui ne sont pas autorisés. Donc, en fonction de ça, on peut décider si on peut passer ou pas. Alors, ça, c'était pour la Security Association. C'est pour la sécurité police database, c'est-à-dire la base de données de la politique de sécurité. Donc, c'est quoi? À vrai dire, chaque entrée, elle est identifiée par des sélecteurs, tel que ça, on le verra d'une manière plus claire quand on parle de firewall. Vous avez ces sélecteurs qui sont indiqués par l'adresse IP source, l'adresse IP destination, le numéro de port, le protocole de transport. Donc, tous ces éléments-là sont utilisés comme des sélecteurs qui permettent d'identifier à un moment donné un paquet et de décider par la suite si ce paquet est autorisé ou n'est pas autorisé justement à circuler au niveau du réseau. Et donc ça, c'est le moyen qui nous permet, grâce à cette politique, de filtrer, c'est pour ça qu'on en parle par la suite au niveau du firewall, de filtrer les paquets. Donc comment on arrive à les filtrer? Justement grâce à ces lecteurs qui sont utilisés dans cette base de données de politique de sécurité, et donc qui permet de dire à tout moment quels sont les paquets qui sont autorisés à passer le seuil ou ne sont pas utilisés à passer, ne sont pas autorisés à utiliser ce seuil. Et donc, donc il y a le lien justement entre ces sélecteurs et la Security Association, donc dans les deux sens. C'est-à-dire, on a vu à partir de la Security Association, on peut passer vers la sécurité, la politique de sécurité, et inversement. Donc, la politique de sécurité, elle permet d'invoquer les Security Association. Donc, pour dire que vous avez un sélecteur de adresse source ou adresse destination ou bien port de communication. Donc, grâce à ces sélecteurs, on peut justement retourner les Security Association à un trafic et donc voir est-ce que les choses sont autorisées ou pas. Et donc, le principe, c'est le principe qui est lié justement au firewall, qui permet de dire à tout moment, donc quand vous avez un transfert de données, qu'il soit entrant ou bien il est sortant, donc vous avez les trois choix possibles qui sont utilisés. Donc, si IPsec est activé, ça veut dire qu'on doit appliquer IPsec avec toutes les règles qui existent. S'il n'est pas appliqué, donc il n'y a pas IPsec, il y a uniquement le firewall, par exemple, on doit voir avec le firewall, est-ce qu'on peut laisser passer le trafic ou bien on ne peut pas laisser passer le trafic. Donc ça, c'est les règles de sécurité qui sont applicables, que IPsec soit activé ou pas. Donc on a en général les trois modèles. Donc, si IPsec est activé, donc automatiquement, on commence par appliquer justement le IPsec en utilisant les Security Association pour pouvoir définir la politique de sécurité concernant les paquets. Si ce n'est pas le cas, donc on peut utiliser par exemple uniquement le firewall et ça nous permettra de soit laisser passer le trafic si le firewall l'admet ou bien jeter le trafic si le firewall ne l'admet pas. Alors, bien entendu, le IPsec gère les clés, donc la gestion des clés qui sont utilisées d'une manière. Recording stopped.
coupure d'Internet, donc c'est pour ça que ça s'est coupé brusquement. Donc, ce que j'avais dit, c'est concernant IPsec, donc il est intimement lié donc, dans sa mise en œuvre avec la politique de sécurité. Et cette politique de sécurité, bien entendu, on peut la mettre en œuvre grâce à un firewall, et bien entendu avec son extension qui est l'IDS. Donc ça, c'est ce qu'on va voir par la suite dans le prochain cours. Donc, on va présenter les firewalls avec leur description, leur configuration, et bien entendu de voir leurs limites et ce qui permet d'engranger par la suite l'IDS, qui est une extension, on va dire, naturelle du firewall. Et ça permettra effectivement, en vrai dire, de tous les éléments de travailler en conséquence. Donc là, comme vous le voyez ici, IPsec qui utilise justement les sécurités associations en relation avec la SPD, qui est la politique de sécurité. Cette politique de sécurité, elle est configurée par l'administrateur grâce à la mise en œuvre du firewall, quand on met en place les règles du firewall. Et ce firewall qui est utilisé, il est aussi grâce toujours à l'administration. Donc, si vous vous rappelez, on a pu administrer le protocole, par exemple HTTP, pour que ça devienne HTTPS. Et donc, ce HTTPS qui, lui, va utiliser justement cette politique de sécurité pour pouvoir faire communiquer des partenaires entre eux et de pouvoir échanger les clés de session entre les différents partenaires. Vous voyez que tous les éléments sont liés entre eux. Et donc, nous, ce qu'on espère, on essaie de présenter les choses d'une manière progressive, c'est-à-dire à chaque fois, présenter un élément qui permettra effectivement de passer vers d'autres éléments supplémentaires. Donc, ça va terminer le chapitre actuel qui était le protocole sécurisé, à savoir ce qu'on a vu, le SSL, le SSH et le IPsec. Donc, il y a d'autres protocoles aussi sécurisés. Donc, pour ce qu'on a vu, on a vu un ensemble restreint de ces protocoles qui sont les plus utilisés par rapport, je dirais, ce que vous avez vu et connu à travers vos modules et vos connaissances jusqu'à présent.